1er mai 2020. Triste 1er mai durant lequel la majorité des travailleurs resteront confinés chez eux au lieu de participer au traditionnel défilé. À la crise économique du capitalisme vient s'ajouter une pandémie, une de plus. Après la grippe aviaire, le SRAS, le virus Ebola, voilà maintenant le Covid-19. Cette calamité vient s'ajouter à la longue liste des désastres provoqués par l'accumulation insatiable du capital qui non seulement pousse des millions et des millions d'êtres humains dans la précarité et la misère, mais dévaste la planète et notamment détruit les habitats naturels des animaux sauvages, nous mettant de ce fait en contact avec leur virus. Cette pandémie, en obligeant une majorité des travailleurs à rester chez eux, vient aggraver une crise économique déjà existante. En effet, comme le reconnaissent les économistes bourgeois, la pandémie ne fait que renforcer une tendance déjà présente. Après la grande crise économique de 2008-2009 et la seconde récession de 2012-2014, qui se sont traduites par une crise financière et commerciale sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale et une chute de la production industrielle allant, suivant les pays, de moins 14% à moins 30%, l'on a bien eu une petite reprise économique qui a atteint son apogée vers le milieu de l'année 2017, pour ensuite ralentir fortement durant toute l'année suivante, puis devenir franchement négative en 2019. Parmi les grands pays industrialisés, seuls les jeunes pays capitalistes asiatiques que sont la Chine et la Corée du Sud ont dépassé le maximum atteint par la production industrielle avant la récession de 2008. Et en Europe, l'Allemagne et la Belgique sont les seuls pays parmi les vieux pays impérialistes à avoir retrouvé et dépassé le maximum de 2007. Mais en 2019, la production industrielle allemande a chuté de 4,6%. L'Allemagne, qui exporte presque 40% de son PIB en produits manufacturés, est particulièrement sensible au commerce international et donc aux récessions du capitalisme mondial. Les États-Unis sont présentés comme ayant dépassé la crise de 2008-2009. Ainsi, l'indice de la production industrielle pour 2019 est supérieur de 4,8% à celui de 2007. Cependant, si l'on examine un peu plus près ces données, l'on s'aperçoit qu'un poids majeur a été donné à la production de gaz et de pétrole de schiste dans le calcul de l'indice, alors que la production manufacturière est encore inférieure de 3,9% à celle atteinte en 2007, et pour le bâtiment, l'on en est à moins 47% par rapport au maximum de 2004. À ce tableau sommaire de la production industrielle mondiale, il faut ajouter la situation financière plus que catastrophique. Les États, les entreprises industrielles et commerciales, les familles croulent sous une montagne de dettes, plus de 300% du PIB mondial selon l'Institute of International Finance. Et la dette du secteur privé en constitue les 2 tiers. Quant aux nations, les États-Unis, la Chine et le Japon représentent à eux trois plus de la moitié de l'endettement total. Comment en est-on arrivé là ? Le mode de production capitaliste a substitué à la production éparpillée et parcellaire du petit paysan et de l'artisan la production industrielle de la grande entreprise, basée sur le travail collectif et centralisé des travailleurs salariés, qui n'ont ni la propriété des moyens de production, ni celle du produit. Production qui requiert toute une organisation sociale et les dernières connaissances techniques et scientifiques. Ce faisant, le capitalisme a développé à une grande échelle la base économique du mode de production communiste. C'est là son grand rôle historique et son grand mérite. Il l'a fait de manière ignoble et atroce, mais néanmoins il l'a accompli. Il ne faut pas oublier que la violence, l'oppression et les atrocités font partie de toutes les sociétés de classe. De ce point de vue, le capitalisme n'a rien inventé, sinon qu'il a poussé ces atrocités à une plus grande échelle, surtout à l'ère impérialiste. Mais l'appropriation reste privée, ce qui entre en contradiction avec cette base économique. Le but de la production n'est pas la satisfaction des besoins humains, mais l'accumulation du capital. Cependant, plus la productivité du travail croît, grâce aux progrès techniques et scientifiques, plus le taux de profit chute, ce qui est inéluctable, mais entre en contradiction avec l'accumulation du capital. Et puisque l'appropriation reste privée, la gestion est mercantile, et chaque entreprise est autonome et doit avoir un solde monétaire positif, d'où la concurrence et la guerre commerciale. La production restant marchande,
L'accumulation du capital se présente comme une immense accumulation de marchandises dont il faut réaliser la valeur, d'où un engorgement régulier des marchés et la répétition des crises de surproduction. Il ne peut pas y avoir équilibre entre l'offre et la demande. Il y règne au contraire un constant qui finalement, de cycle en cycle, aboutit à une crise générale. Ce système économique n'a plus aucune raison historique. Il est devenu un organisme purement parasitaire qui se survit à lui-même dans l'intérêt d'une minorité de privilégiés, les grandes bourgeoisies industrielles, financières et foncières. Ces classes de parasites et d'inutiles, qui vivent grâce à l'argent sur le dos des travailleurs, n'ont plus aucune fonction. Il ne reste plus qu'une chose à faire, exécuter la sentence historique en les expropriant et en abolissant les rapports de production capitalistes que sont le salariat et le capital, et en passant à une gestion communiste de la production et de la distribution. C'est-à-dire en passant à une gestion non plus mercantile et marchande, mais à une comptabilité physique et à une gestion sociale, c'est-à-dire centralisée de toute la production. Aujourd'hui, nous savons d'une part quelles sont nos ressources en moyens de production et combien de travailleurs sont aptes à travailler, et de l'autre, quels sont nos besoins collectifs et individuels. En fermant tous les secteurs socialement inutiles, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la gestion de l'argent, les banques, les instituts financiers, les bourses, la sécurité sociale, l'on peut réduire le temps de travail nécessaire à 4 heures par jour, tout en satisfaisant largement nos besoins collectifs. Entretien des réseaux de communication, des écoles, des hôpitaux, construction des logements pour toute la population, ainsi que nos besoins individuels. Et bien mieux que sous le capitalisme et sans pour autant saccager la nature. La réalisation de ce but nécessite le renversement de la grande bourgeoisie et la dissolution de son État qui est inutilisable par les travailleurs. Mais pour atteindre ce but, l'avant-garde des travailleurs doit s'organiser en de vrais syndicats de classe, ce qui exige de sortir des syndicats réformistes, radicaux en parole, mais qui dans les faits font tout pour saboter les luttes et empêcher toute réelle centralisation. En France, on a l'exemple typique de la CGT et de Force ouvrière, qui laisse sur le devant de la scène les plus radicaux s'agiter, mais qui dans les faits empêchent toute réelle centralisation des luttes et bloquent leur extension, conduisant ainsi le prolétariat vers des défaites et la démoralisation. La lutte syndicale est la première école de la lutte de classe, d'où son importance. Mais pour arriver au but final, le passage à la société communiste, elle ne suffit pas. Il faut pour cela que l'avant-garde des travailleurs nous rejoigne pour former un grand parti communiste international qui seul sera apte à guider le prolétariat vers le renversement de la bourgeoisie et la dictature du prolétariat. En 2008-2009, à la suite de l'intervention énergique des banques centrales et des États, le capitalisme mondial a évité de justesse une crise comme celle de 1929, mais au prix d'un endettement colossal des États et d'une montagne gigantesque de créances, plusieurs milliers de milliards de dollars, dans les comptes des banques centrales. Aujourd'hui, ce mode de production est maintenu en état de survie avec des taux d'intérêt proches de zéro, voire même négatifs, et les entreprises et les États croulent sous les dettes. Face à la crise en cours, dont l'ampleur s'annonce gigantesque, l'on en remet plusieurs couches. Les banques centrales achètent les obligations d'État et d'entreprises par centaines de milliards et l'endettement s'envole. L'État italien, déjà endetté à hauteur de 134% de son PIB, pourrait voir son endettement passer vers la fin de l'année à 170-180% de son PIB. La France verrait l'endettement de l'État passer de 100% à 130-150%. Du jamais vu. Pendant ce temps, les investisseurs commencent à fuir l'Europe. Avec les faillites qui s'annoncent, les impayés vont exploser et inéluctablement, le taux d'intérêt remontera. Car la BCE, à elle seule, ne pourra pas faire face à la demande. Tôt ou tard, de grandes banques systémiques comme la Deutsche Bank vont tomber en faillite ainsi que de grands États comme celui italien. Cette crise, lors de la future et éphémère reprise, poussera les divers monstres impérialistes à un affrontement général en vue d'un repartage du monde en fonction du nouveau rapport de force qui s'est développé au cours de ces 30 dernières années, qui a vu émerger un nouvel impérialiste aux dents tout aussi longues que les précédents. La Chine,
qui se prépare activement à prendre le relais en prenant la place des États-Unis, tout comme ces derniers l'ont fait avec l'Angleterre. La perspective qui se trace pour les 10 à 15 ans qui viennent est ou Troisième Guerre mondiale, avec toutes ces atrocités et ces destructions terrifiantes, dont les nombreuses guerres régionales en cours, en Ukraine, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, nous montrent ce qu'elle sera, ou révolution communiste internationale. Où l'humanité sort enfin de la préhistoire en passant au communisme, où elle connaîtra un nouveau recul et subira encore un siècle d'accumulation frénétique du capital, avec tout son cortège d'horreur et de destruction.